Bonsoir Laurent Vimont. Bonsoir madame. Vous êtes président du réseau d'agences immobilières qui sont partout en France, Century 21. Les Français, on le sait, aiment la pierre, mais acheter le bien de ses rêves, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué. Et pour cause, les prix n'arrêtent pas de flamber. Alors, Laurent Vimont, est-ce que 2019 est enfin l'année de l'accalmie ? C'est une sacrée bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Ce que je peux dire en revanche, c'est qu'on n'a toujours pas retrouvé les prix de 2011 et qu'il y a encore des réserves de hausse. 2011 était l'année record de tout de prix. Du prix mètre carré immobilier en France. Et qu'il y a donc encore des réserves de hausse. Et puis la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, on a réalisé quasiment 1 million de transactions en France. Quand je dis on, c'est le marché français. Donc il y a beaucoup de Français qui sont passés du « je veux acheter » à « je peux acheter ». Donc les prix, certes, ont augmenté, mais certes aussi, les Français ont utilisé le crédit à plein régime pour être propriétaires. Ça veut dire quand même que ça pourrait encore augmenter un petit peu de quelques pourcents peut-être. On fait peut-être. un pronostic, une prévision, une prédiction, voire peut-être, on pense qu'entre 1 et 2% de hausse sont encore possibles sur le marché de l'ancien en France. Alors, en 2018, en tout cas, on connaît les évolutions. Le prix moyen au mètre carré a augmenté sur l'année de 1,7%. Ça fait en moyenne un prix de 2 595 € le mètre carré. Alors évidemment, ça cache d'énormes disparités selon les régions. On va regarder avec vous une carte de France avec les régions les plus chères et puis les régions les moins chères. Alors en rouge, vous avez les régions les plus chères. Voilà, l'Île-de-France, la région PACA, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis en bleu, les moins chères, les Hauts-de-France, 1 412 € le mètre carré en moyenne. La Bourgogne-Franche-Comté, le centre Val-de-Loire, autour de 1 500 € le mètre carré. Est-ce que ces écarts ont toujours existé ? Ils s'amplifient. Et pour une raison simple, c'est que pendant longtemps, on a voulu être propriétaire en acceptant d'acheter à 5, 10, 15, 20, 30 kilomètres de là où était l'emploi des centres-villes en particulier. Et aujourd'hui, à cause du coût des énergies par exemple, et des temps de transport, les gens ne veulent plus faire ces sacrifices et souvent ils ont raison. Et donc il y a une attraction forte des centres-villes, voire des hypercentres, qui fait que d'un côté on construit peu de logements dans les hypercentres et de l'autre, il y a une demande très forte. Et dans les cartes que vous montrez, ça masque de fortes disparités puisque le prix moyen, il agglomère des prix d'agglomération et de zones rurales. C'est ça, avec des prix très hauts dans les agglomérations. Exactement. Et très faibles dans les zones rurales. Et vous avez des zones aujourd'hui où on peut acheter un logement, je pense dans les Hauts-de-France, à Maubeuge par exemple, pour 70 000 € en centre-ville. Une maison de ville de 80 mètres carrés, alors qu'à Lille, le prix sera beaucoup plus élevé. Donc il faut être prudent sur les lectures de ces régions qui ont plus été resserrées maintenant et dire que si les prix montent dans les hypercentres, c'est parce qu'il y a une demande extrêmement forte et qu'on ne construit pas assez de logements en France. Alors justement, vous parliez des grandes métropoles où là, pour le coup, les prix ne cessent de flamber. On va regarder les 3 villes les plus chères de France. Alors évidemment, il y a le ticket d'entrée exorbitant dans la capitale, 9 418 € le mètre carré. Bordeaux, la deuxième ville la plus chère de France, 4 380 €. Et Lyon, avec un mètre carré de 4 115 € le mètre carré. C'est effectivement une hausse spectaculaire pour Paris Intramuros. Je rappelle qu'entre 2001 et 2018, Paris est passé de 3 033 € du mètre carré à 9 500, a triplé son prix au mètre carré. Et il y a une explication assez simple à cette évolution, c'est qu'en fait, ce sont les Parisiens eux-mêmes qui alimentent leur hausse, tout comme les Bordelais font la même chose. C'est-à-dire que les clients qui ont acheté un logement il y a 10 ans ou 15 ans et qui l'ont payé moitié moins, quand ils revendent, ils ont remboursé une partie de crédit. Ils peuvent du coup racheter plus grand. Et ils rachètent plus grand. Et il y a une conséquence qui est terrible, c'est que dans Paris, la catégorie des employés ouvriers qui représentait 15% il y a environ 8 ans, aujourd'hui n'est plus que de 4,5%, divisé par 3. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de gentrification qui a une autre conséquence, c'est qu'il fait monter les prix des départements de première couronne. Le département le plus cher de France après Paris, ce sont les Hauts-de-Seine. Et après le Val-de-Marne. Donc il y a des conséquences lourdes et fortes sur les marchés, de ces marchés hyper tendus. Et du coup, Paris se vide également. J'ai lu des chiffres qui disaient qu'en 5 ans, Paris, la capitale, avait perdu près de 60 000 habitants. Oui, bien sûr. Alors, Paris se vide d'abord de ses classes les plus défavorisées, et parce qu'il y a peu de production de logements neufs et beaucoup de bureaux. Donc, il y a un problème de production de logements dans Paris Intramuros. Responsabilité aussi des pouvoirs publics. Je n'ai pas dit ça du tout. Je constate juste que malheureusement, il n'y a pas assez de logements dans Paris Intramuros et que ça contribue à ce que les gens aient vie ailleurs, parce que Paris est une ville qui est chère. Est-ce qu'il y a des responsabilités aussi des fameuses plateformes de location entre particuliers ? Je pense évidemment à Airbnb, dont
dont on a beaucoup parlé. C'est compliqué de l'affirmer. On a passé... Vous avez dû voir évoluer. Oui, ce qu'on a vu évoluer, c'est la destination des biens. On a vu des gens qui achetaient des appartements pour les mettre en location pour quelqu'un qui habite en bail traditionnel. Un investissement locatif, c'est ça? Vers là, mais ils le font toujours, à part qu'ils passent sur la plateforme. La bonne nouvelle, et on a passé un accord avec Airbnb, c'est qu'on réglemente mieux la chose avec un engagement de ne pas louer plus de 120 jours et que ça permet aux locataires de rester en place puisqu'ils louent le week-end. Et donc, en rendant légale la location Airbnb le week-end, ils encaissent un revenu qu'ils partagent avec le propriétaire. Et le résultat, c'est qu'ils peuvent rester locataires dans les arrondissements parisiens. Alors, malgré ces prix qu'on a vus ensemble, souvent très élevés, le marché est extrêmement dynamique. Vous le disiez, plus d'1 million de transactions, donc de ventes l'année dernière. Est-ce que vous attendiez à ces chiffres-là? Ce sont des chiffres records. On avait été un peu pessimiste, on pensait que le marché allait corriger, mais on avait dit néanmoins, si les taux restent bas, il reste d'être un copier-coller de 2017. On s'est trompé dans ce sens-là, c'est pas tellement grave. Et donc effectivement, pour Century 21, c'est plus 4% de transactions en 2018 par rapport à 2017. Toujours plus de ventes et toujours plus d'achats. Oui, les taux portent le marché pour une raison extrêmement simple. Premièrement, à mensualité équivalente, 1 000 € par mois sur 20 ans, quand les taux sont à 4%, la banque vous prête environ 70 000 €. Même mensualité, toujours sur 20 ans avec des taux à 1,5%, la banque vous prête 210 000 €. Et c'est le cas aujourd'hui, il faut le préciser, c'est ça, les taux sont exactement. Très bas. Vous avez 40 000 € de pouvoir d'achat supplémentaire. Puis la seconde conséquence, c'est quand vous empruntez moins de ces montants-là, votre mensualité, elle baisse. Et donc vous avez beaucoup plus d'acheteurs qui sont éligibles au crédit. Et être propriétaire, en fait, c'est résoudre l'équation qu'il y a entre un rêve que vous avez en tête pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, un budget et un projet. Et cette baisse des taux, elle permet à des Français de passer du rêve à la réalité et d'être propriétaire de leur logement, ce qui compte beaucoup pour les Français. Alors, les taux de 1,5% aujourd'hui de crédit immobilier, c'est quand même en dessous de l'inflation. Ça veut dire quoi concrètement sur le remboursement d'un prêt? Que d'abord, vous figez votre mensualité et que dans 5 ans, 10 ans, voire un peu moins, si l'inflation repart parce qu'il y a de la croissance, votre mensualité elle sera bloquée, ce qui n'est pas le cas du reste. Et donc, on emprunte quasiment, on peut dire, à taux négatif, puisque vous empruntez moins cher que l'inflation. On rembourse moins que ce qu'on nous a prêté dans les meilleurs des cas. Non, vous remboursez 1,5% de plus que le montant qui est emprunté, mais dans tous les cas, vous prenez peu de risques, puisqu'il est probable que les taux remontent plus qu'ils ne baissent. En 20 ans, le prix d'un logement a augmenté de 125%. En 2001, je vous écoutais, il fallait 89 000 € pour acheter un bien, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, il en faut en moyenne 200 000 €. Du coup, ça veut dire que les acheteurs ont consenti à des sacrifices, ont changé leur façon d'acheter également? Alors, il faut préciser que les acheteurs peuvent être ceux qui viennent de vendre et qui bénéficient de ces plus-values. Oui. Et donc, ils arrivent sur le marché avec un apport personnel extrêmement important. Et puis, effectivement, les nouveaux entrants font des concessions sur les surfaces. On a un léger retrait. Je crois que c'est 1 mètre carré, donc ça reste raisonnable, de moins. Mais souvent, les efforts sont faits aussi sur les distances entre lieu de travail et lieu d'habitation. C'est-à-dire qu'on arbitre pour avoir une vie de famille sans passer 3 heures par jour dans les embouteillages. Mais vous avez raison, les surfaces moyennes baissent un petit peu. Longtemps, la pierre a été la valeur refuge. Et vous l'avez confirmé vous-même aujourd'hui. Vous dites, les Français naissent avec une brique dans le ventre. C'est une jolie expression. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment la panacée aujourd'hui? On voit bien les difficultés. Est-ce qu'il faut essayer d'acheter à tout prix ou est-ce qu'on peut changer finalement sa façon de voir les choses? Il ne faut jamais acheter à n'importe quel prix. Mais il ne faut pas non plus négliger qu'être propriétaire, c'est un réflexe quasiment gaulois qui consiste à mettre un bouclier au-dessus de la tête, avoir son toit à soi, être chez soi, à faire ce qu'on veut. Moi, je vais dans les agences en province. J'étais à Saint-Quentin, dans le Nord, il n'y a pas longtemps, et je croise un jeune couple qui vient d'acheter. Je dis, mais expliquez-moi le chômage, l'économie. Il me dit, monsieur, vous n'avez rien compris. Nous, on a un emploi, et on sait qu'une banque ne prête de l'argent qu'à ceux qui ont un emploi. Donc, on va valoriser cet emploi en empruntant maintenant la banque. Et puis, dans tous les cas, qu'on emprunte ou pas, on aura un loyer à payer. Et on pense qu'on a plus de poids par rapport à un banquier pour négocier en cas de problème d'emploi, par exemple, que par rapport à un bailleur. Et puis, tout ce qu'on aura remboursé entre maintenant et dans 5 ans, ça sera pour nous. Donc c'est aussi du bon sens paysan et il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de paris et de prix excessifs. Il y a 75% des régions de France où le prix de vente moyen est à 150 000 € et on achète pour 700 € par mois. Donc il faut aussi raison garder et bien comprendre qu'être propriétaire, ça fait sens et qu'on le fait sans trop faire de concessions. Dans tous les cas, ne le faites jamais à n'importe quel prix. Eh bien c'est entendu. Merci Laurent Vimont, merci d'être venu sur notre plateau. Président de Century 21. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la mobilité
mobilisation des Gilets jaunes qui se prépare pour ce week-end. Quel avenir politique pour ce mouvement après l'appel du pied des dirigeants italiens? Les Gilets jaunes pourraient-ils s'inspirer de ce mouvement des 5 étoiles? Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions.